offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du miroir de la femme. Nous ouvrons cette grande édition avec cette prière collective de plusieurs fidèles musulmans qui se sont retrouvés cet après-midi à la mosquée Kadhafi de la ville de Niamey. Objectif, prier pour le retour de la paix au Niger. Le compte rendu est signé Amadou Harouna et Bachir Aïnikoy. La situation sécuritaire qui caractérise notre pays était au centre de cette mobilisation des fidèles musulmans à la mosquée Kadhafi de Niamey. Ils ont prié pour le retour définitif de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Ici, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour présenter nos condoléances à nos vaillants militaires qui sont morts à Inates et dans tout le Niger, et aussi au général mort iranien Aboul Qasim Soleimani, qui a été tué avec certains Irakiens en Irak. Donc c'est pour présenter toutes nos condoléances à la famille musulmane et à la Oumma musulmane. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici pour faire des doigts et des prières pour nos martyrs en islam. Vous savez, tous les musulmans sont les mêmes partout au monde. Dès qu'un mal atteint un musulman, il nous atteint forcément nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman est un corps unique. Quand une partie fait mal, tout le reste du corps doit réagir. Donc tout le monde doit se sentir concerné par ce qui se passe, sur les musulmans à travers le monde. Les fidèles musulmans ont également prié Dieu pour qu'il accepte dans son paradis éternel nos éléments de forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. qu'Allah accepte nos prières. Des demandeurs d'asile de retour de Libye ont incendié leur centre d'hébergement à Agadez où vivent 1 millier de personnes dans l'attente de la délivrance d'une carte de réfugié. Plus de 335 demandeurs d'asile ont été interpellés. La représentante du HCR au Niger, Alexandra Morelli, s'est rendue sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Cette situation a suscité la réaction des acteurs du domaine de la migration. Le reportage d'Afangweji avec Issifou Abdou. La situation des migrants réfugiés actuels au Niger devient de plus en plus inquiétante et nécessite une volonté et un engagement manifeste des institutions en charge de régulation des statuts des réfugiés, tant dans l'amélioration des conditions de vie que dans le traitement et la finalisation des documents de voyage qui semblent être compliqués ou parfois assez lents. Voilà, malheureusement, nous l'avons tous appris depuis le week-end écoulé que des migrants qui sont basés dans le camp du HCR en attendant leur procédure le statut de réfugié, ils ont, face à un même contentement, ils ont incendié le camp. Donc voilà la situation, elle n'est pas du tout bonne, il y a une tension en ce moment. Comme vous le savez, sur 331 maisons qui ont été préfabriquées, on se rend compte qu'il y a seulement une trentaine, exactement 35 maisons qui aujourd'hui ont pu être sauvées. Même leur infirmerie, ils l'ont saccagée. Et aujourd'hui, le procureur, durant sa sortie publique, a fait savoir que 335 migrants ont été interpellés. On a vu avec eux-mêmes des armes blanches et tout qui ont servi à l'incendie et tout. Donc actuellement ils sont en détention, ils sont en interrogatoire si on peut le dire, pour savoir ce qui se passe. Mais la fois passée, mardi dernier, lorsque la représentante du HCR était à Agadez, elle a fait savoir que les échanges n'ont pas évolué parce que les réfugiés ont préféré garder, la plupart a préféré garder le silence. À l'état présent, les réfugiés vivant dans la région d'Agadez ont fait le choix d'incendier leur logement. Qu'est-ce qui peut expliquer tous ces agissements
il faut aussi le rappeler que ces réfugiés sont actuellement interpellés au tribunal d'Agadez pour répondre de leur acte. Alors, selon les réfugiés, les migrants, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'année passée, ils manifestaient. Ils manifestaient depuis l'année passée, comme quoi il y a une lenteur dans le traitement de leur dossier. En mars 2019, le gouverneur avait mis en garde les migrants parce que, en voyant la tension qui est en train de s'escalader et qui prenait une autre tournure, et je pense pas que migrer est une mauvaise chose. Migrer n'est pas du tout une mauvaise chose. Migrer est une bonne chose. Maintenant, il faut le faire dans les conditions. Si je prends le continent européen, c'est différent de la CEDEAO, par exemple, en Afrique de l'Ouest, où je peux prendre un billet tout de suite, aller à Lomé, aller à Accra, sans forcément obtenir un visa. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Donc voilà, c'est une question de rester, de se conformer aux lois. Face à de telles situations, les autorités en charge des questions humanitaires doivent œuvrer pour trouver des solutions pérennes au problème de l'immigration irrégulière. Un mot d'éducation dans cette édition. Le Niger accueille les travaux d'un atelier de prise en charge des enfants déscolarisés et non scolarisés en vue de leur garantir une éducation de qualité d'ici 2030. Et c'est avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. Les acteurs de l'éducation accueillent favorablement la tenue de cet atelier. Khalia Sani pour plus de détails. Depuis son accession à la magistrature suprême de l'État, le chef de l'État, Issoufou Mamadou, a fait de l'éducation son cheval de bataille. C'est ainsi qu'il s'est engagé à rendre l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cependant, malgré les efforts fournis pour la concrétisation de cette ambition, beaucoup d'enfants restent privés de ce droit à l'éducation et d'autres s'arrêtent à mi-chemin. On parle ainsi d'enfants déscolarisés et non scolarisés. Et c'est justement ce groupe d'enfants que le Niger s'est engagé avec ses partenaires à leur assurer une éducation de qualité. Nous accueillons avec satisfaction cet atelier qui amène les partenaires à aider le Niger pour qu'il y ait une éducation, l'accès d'abord à tous les enfants à une éducation d'abord, ensuite une éducation de qualité. On estime à peu près à plus de 2,5 millions, donc 2,5 millions d'enfants qui sont hors du système scolaire. Or, nous savons bien que c'est ces personnes-là qui n'ont pas accès à l'éducation, qui versent dans l'obscurantisme et qui souvent deviennent des cas difficiles à gérer et qui peuvent aller même dans l'extrémisme, voire même dans le terrorisme. Donc, cette offre-là est la bienvenue. Cet atelier, en tout cas, nous l'accueillons avec satisfaction, avec joie. Et nous souhaitons que les recommandations issues de l'atelier puisse servir le Niger à mieux inscrire tous les enfants à l'école. Du reste, le président de la République a dit que l'école doit être d'abord gratuite, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Cela veut dire que même du point de vue national, des dispositions sont prises, mais c'est les moyens financiers qui manquent. Or, les partenaires sont venus pour apporter ces moyens financiers. Je pense que c'est une occasion, c'est une aubaine. L'État doit s'en saisir, doit s'en servir et de façon rationnelle. Ainsi, pour atteindre cet objectif, tous les acteurs du domaine doivent conjuguer leurs efforts. Pour les parents d'élèves, nous pensons d'abord qu'il faut continuer la sensibilisation. Ils doivent comprendre que l'avenir de leurs enfants, c'est dans le système, c'est à l'école. Les enseignants doivent se dire que l'outil école, n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant. Deuxièmement, c'est de dire que le travail qu'ils font aujourd'hui pour eux, mais aussi c'est pour l'État, c'est pour le devenir du pays. Puisque l'éducation, c'est un monde sans frontières, rien ni personne ne doit ou ne peut arrêter l'éducation. À l'ensemble des Nigériens, c'est de dire nous devrons contribuer au développement de l'éducation, d'une éducation de qualité. Maintenant, il y a d'autres acteurs comme les COGES, les CGDS, qui doivent participer au suivi de ce qui se passe dans les écoles. L'enseignement, les fournitures qu'on amène, ils doivent s'assurer justement que ces fournitures-là, effectivement, sont arrivées dans les mains de leurs enfants et que les parents d'élèves suivent de près
l'évolution donc du système, c'est très important. Le gouvernement doit s'assurer que les fonds qu'on met à sa disposition, en tout cas, soient utilisés à bon escient. L'éducation étant une question qui engage tout un chacun, est aussi un droit inaliénable pour tous les enfants. Il importe donc d'encourager et saluer les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans ce domaine qui sont en train d'envisager de mettre chaque enfant hors école dans son droit. Volet reportage dans cette édition, il s'agit bien sûr des accidents de route. Ces accidents qui se font de plus en plus fréquents au Niger. Quelles sont les conséquences de ce phénomène et comment faire pour y remédier? Élément de réponse dans ce reportage de Sharifatou Suleiman et Issifou Abdou. La circulation de la route sont devenues monnaie courante dans notre pays. Et pourtant, la route tue impitoyablement, même si les causes sont connues. L'accident de la route n'a presque jamais une cause unique. C'est un dysfonctionnement du système. Ce système est composé de l'homme, du véhicule et de la route. Un conducteur qui est en état divers ou qui viole délibérément la signalisation routière ou un conducteur qui n'a pas de règles de courtoisie, ce genre de situation peut provoquer un accident. Lorsqu'on a un véhicule qui est en dysfonctionnement, lorsque les défaillances des organes fixes et les organes mobiles sont défaillants, lorsqu'on n'effectue pas de contrôle régulier, là également, il peut y avoir des accidents. Parce que les accidents, le plus souvent dans la ville, les villes, on constate que c'est les excès de vitesse. À un moment aussi, le conducteur ne respecte pas les règles de la circulation. Lorsqu'on constate beaucoup d'embouteillages, effectivement, c'est dû à l'impatience des conducteurs de la route. À un moment aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment un manque de signalisation sur les routes. Dans certains carrefours, on constate quand même les feux tricolores. Dans la plupart des cas, ne marchent pas. Les panneaux qu'on doit placer pour réglementer la circulation, dans la plupart des cas, ne sont pas là. En tout cas, ça aussi, c'est un facteur qui cause d'accidents. D'autre part aussi, il y a le facteur environnement, qui est les routes. En tout cas aussi les routes créent d'accidents, le mauvais état de route en tout cas. Lorsque les routes sont dégradées, quand il y a excès de vitesse d'un conducteur, en tout cas ça peut, un conducteur peut perdre le contrôle de sa voiture et faire un accident. Que faut-il faire pour faire face à cette situation? Nous avons toujours appelé les autorités donc, à faire des sensibilisations, que ce soit les conducteurs, n'est-ce pas, que ce soit les piétons même qui marchent sur les routes. En tout cas, on doit faire une sensibilisation à l'égard des... Parce que d'autre part, dans la ville de Niamey, on constate qu'il y a des animaux en même temps dans la circulation avec les voitures. Il y a les charrettes en même temps dans la circulation avec les voitures. En tout cas, c'est l'appel que nous avons à lancer. La ceinture de sécurité, la situation de sécurité à Niamey, tout le monde sait qu'il y a un respect total, ce n'est pas dire à 100%. Ça reste le casque de sécurité. Casque également, ça commence à venir au niveau de Niamey. Pourquoi Niamey? Parce que Niamey regorge plus de 70% des parcs automobiles du Niger. Donc si on arrive à conscientiser la population de la ville de Niamey, je pense que c'est un grand pas en avant. Et les autres régions doivent faire école pour emboîter les pas aux autorités de la ville de Niamey qui ont commencé à appliquer le nouveau code de la route. La circulation de la route est malheureusement devenue beaucoup plus une question de prudence que de priorité. Voilà le reportage toujours dans cette édition. En cette période de froid, les jardiniers s'adonnent à la culture de contre-saison. Comment se portent les cultures de contre-saison dans la région de Niamey? Élément de réponse dans ce reportage de Amadou Aruna et Sifou Abdou. À la première heure du matin, les arrosoirs vont et reviennent sur les différents plats de salade en ce mois de janvier 2020. Nous sommes au quartier Saga et les jardiniers ne se lassent pas de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille devant des clients qui pour la plupart viennent s'approvisionner sur place. Salatu irgodum fani kulduma zamtulle dai kuna irgingine alhamdulillah dinna salatu sai irni tilam
Wallah irgo du albarka irgo du nafa. Dieu merci, nous vivons de la salade. Il est vrai que nous avons besoin de l'aide. Souvent, nous pouvons faire des ventes qui vont se plancher jusqu'à 100 000 francs CFA. Lokaci kancine harona borainwa wodin ga ginga kambuzu kainate me manta han kan gogo wasu bore seno c'est vrai alhamdulillah bo irgo sabu me isiga ba aga ba tontoni o irga ba hinkuna imudirse irmu koy digina gaba woni karargo hinkunin ga o inda irte nya fo babu fo zama ya ndai na gine igi hini igi salat pala zongu dogu igi hinga no zambar waran ka avance hankan ga manu ya di hankan sto ya di ni sa de pamboren siba kulno kalim dogu imban ya di ga hinkunir bumbo daga no dimme irgo ko karte ise di kande noro en même temps irgo ye ga barg man tirgo ge ko ga da muradu ya amfurano jardin muradu no irgo ye kanda ga dan koyne ya di kadai saison irmu to bongadi. La culture de contre-saison est une véritable alternative qui permet aux jardiniers de décider à ne pas baisser les bras, de joindre les deux bouts. Place à présent à la revue de presse. Ralia Sami a parcouru comme à l'accoutumée pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Voici son résumé. Très bonne réception à toutes et à tous. Au revoir. En politique, la roue de l'histoire dénonce plusieurs foyers de contentieux au MNSD Nassara que l'on retrouve principalement selon le journal dans les sections de Maradi, Difa, Tawa, Zender et dans une certaine mesure à Niamey. À Niamey, la crise était née du renouvellement des structures du parti en prélude au congrès de mars 2019. À Dakoro principalement, 2 bureaux avaient été mis en place, l'un contrôlé par Abdul Kadri Tijani Idrissa et l'autre par Moussa Mamandouti, rapporte toujours le journal pour qui l'arbitrage du parti par le biais d'une commission prévue à cet effet, rien n'a calmé les ardeurs des protagonistes qui se positionnaient pour la conquête du poste de secrétaire général du parti. Le journal rajoute que la rivalité est encore vivace et loin de se terminer puisque le 22 janvier 2020, les deux partis seront en procès au fond après la décision du référé rendu avant la tenue du congrès de mars 2019. Autant dire, selon le journal, que le président Seni Oumarou a du pain sur la planche car avec cette multitude de foyers de contentieux dont certains sont devant les tribunaux, les choses s'annoncent à la fois redoutables et épouvantes pour Seni Oumarou qui ne sait pas où donner de la tête à moins d'une année des élections générales de 2020-2021. Politique toujours, Hama Amadou demande une suspension de peine. Nous apprend dans ses colonnes la roue de l'histoire qui précise que ce titre est de la lettre du continent qui rapporte dans son édition numéro 815 du 8 janvier 2020 que les avocats de Hama Amadou ont déposé une demande de suspension de peine afin de permettre à leurs clients d'aller voir son médecin traitant à Paris avec un engagement ferme que ce dernier rentrera au Niger une fois la consultation médicale terminée. Cependant, selon la lettre du continent, le chef de l'État nigérien a en effet confié son embarras à des proches qui lui conseillaient un geste d'apaisement en faveur de l'ancien président de l'Assemblée nationale rentré de son plein gré au Niger le 14 novembre dernier à la suite du décès de sa mère. Tous les protagonistes de cette affaire ayant purgé la totalité de leur peine, le journal estime que le président Issoufou hésite à prendre une mesure de grâce au bénéfice du seul Hama Amadou. Vrai ou faux, s'interroge le confrère qui renchérit que toujours est-il que Hama Amadou garde la prison et ses avocats plaident à nouveau pour une suspension de peine aux fins de soins médicaux. Et puis, par rapport à la conduite du processus électoral, le courrier note en gros que la Renaissance manœuvre, l'opposition s'installe dans une posture dangereuse. Le processus électoral est conduit de façon exclusive depuis plus de 2 ans aujourd'hui à la grande satisfaction de la majorité présidentielle dont le plan fonctionne merveilleusement, serait-on tenté de dire, selon le journal pour qui, lequel plan a consisté à modifier unilatéralement en amont le code électoral pour pouvoir mettre en place une commission électorale nationale indépendante CENI taillée sur mesure et éliminer des candidats potentiels aux prochaines élections. Le journal rapporte toujours que les analystes politiques indépendants sont tous unanimes à le reconnaître sur la base de faits concrets irréfutables. Tout le monde le sait, martèle le journal. Sa farouche contestation par l'opposition tient au fait qu'elle est taillée sur mesure. La Renaissance s'est arrangée pour y apporter des modifications non consensuelles dans sa composition, son organisation et son fonctionnement, avec pour dessein inavoué de piloter Kahin Kaha à sa guise le processus électoral et mettre l'opposition de
devant le fait accompli en produisant un fichier biométrique totalement bâclé. Le journal pense que c'est la démarche en cours actuellement puisque la CENI continue de poser des actes sans la participation de l'opposition. Quant au journal La Roue de l'Histoire, il nous apprend à sa une par rapport aux élections 2020-2021 que le président de la CENI fait le point. Le vendredi 3 janvier 2020, le président de la CENI, Maître Issaka Sunna, a fait le point du processus électoral en présence des partis politiques invités pour la circonstance. Il a axé son intervention sur l'évolution du processus d'enrôlement biométrique et les résultats des audiences foraines, deux étapes importantes dans la réussite du processus électoral. Il a rappelé que les audiences foraines ont commencé depuis juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire national en vue de pallier le manque de pièces d'état civil que beaucoup de Nigériens en âge de voter ne disposent pas. Selon toujours le journal, une étude récente de l'OIF a démontré que plus de 87% des Nigériens ont été recensés sur le fichier électoral sur la base de témoignages à l'occasion des dernières élections générales de 2015-2016. Le président de la CENI a exprimé le même satisfait par rapport à l'enrôlement biométrique. Toutefois, le journal précise que les participants ont souhaité que ce genre de rencontre soit maintenu pour permettre aux partis politiques et à d'autres partenaires de s'informer sur l'évolution du processus électoral en vue de leur propre préparation. On peut dire, selon le journal, que toutes les inquiétudes exprimées par certains partis politiques se sont dissipées à la suite de cette rencontre. À la une du courrier cette semaine, on peut lire du népotisme au sommet de l'État. Le journal rapporte en effet que le ministre des Finances octroie à son fils Ibrahim Mamadou Diop un poste de l'État du Niger à la Banque africaine de développement. Au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus que de ça. Dans les coulisses, dans les bureaux feutrés, ça parle beaucoup du Niger et de ses autorités. L'affaire qui fait tant jaser à la BAD est liée, selon le journal, à une autre affaire de népotisme. Mamadou Diop, le ministre des Finances du Niger, n'a rien trouvé de mieux à faire pour inaugurer la nouvelle année qu'à proposer son propre fils Ibrahim Diop pour occuper un poste rotatif revenant en 2020 à l'État du Niger. Un bien joli cadeau de nouvel an, s'exclame le confrère qui précise qu'Ibrahim Mamadou Diop est ainsi depuis fin décembre 2019 le nouveau conseiller de Madame Joy Maimouna Sek, l'administratrice en charge du Niger, de Cap-Vert, du Mali, des Comores, du Gabon et du Sénégal. Le tout nouveau conseiller auprès de la BAD au titre du Niger aura ainsi, entre autres, pour interlocuteur son paternel. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le bras de fer entre le gouvernement et le Saman, à propos duquel le Canard déchaîné note en gros dans ses titres « Non à une république des syndicats ». Le journal nous apprend ainsi dans sa parution que depuis quelques semaines, un bras de fer semble être amorcé entre le syndicat autonome des magistrats du Niger Saman et le ministère de la Justice. Au centre des déclarations et communiqués, une seule pomme de discorde pour le moins inhabituelle. L'opposition entre les deux bords a conduit, selon le journal Le Saman, à observer des grèves d'abord les 26 et 27 décembre de l'année écoulée, puis les 6, 7 et 8 janvier dernier. Aux Républicains d'ajouter qu'en toile de fond, les magistrats protestent contre l'insertion dans le statut de la magistrature du certificat de validation de la première année de master comme diplôme d'accès à la corporation. Les magistrats grévistes s'insurgent de ce fait contre ce qu'ils appellent manœuvre insidieuse du ministre de la Justice Marou Amadou, tendant à procéder à un recrutement au rabais. Ainsi, selon le journal, ce qui s'assimile à un bras de fer entre le ministre de la Justice Marou Amadou et les magistrats est une attitude de ces derniers à remettre en cause la réforme adoptée le 20 décembre 2019 par l'Assemblée nationale en la matière. Et pour finir, parlons de la 41e édition du Sabre national. L'actualité nous rapporte ainsi dans sa parution que la finale du championnat de lutte traditionnelle Maradi 2019-2020 a mis aux prises les lutteurs Ousmane Hassan de Tilaberi à Tassi Oussani des Zender le dimanche 5 janvier dernier au stade de Maradi. Le combat des gladiateurs a été rude et serré, nous apprend le journal, mais Tassi Oussani a fini par mordre la poussière devant le nouveau champion national Ousmane Hassan de Tilaberi. Avec cette victoire, pour la première fois, Tilaberi entre dans la cour des grands quelques jours seulement après l'organisation parfaite du 18 décembre. Le journal pense ainsi dans ses titres que c'est une victoire méritée par la région du fleuve. Mais pour le nouveau républicain, c'est un sabre dans le malaise. Il
est vrai, selon le journal, que le contexte dans lequel survenait le sacre de la région pouvait, ne serait-ce que pour un temps, avoir quelques impacts sur le climat régional. Et on aura vu que pour un moment, la région pouvait oublier ses peurs, ses angoisses pour des lendemains incertains depuis que l'insécurité est venue chambouler le cours normal de leur existence, naguère paisible sur ces terres ancestrales. Après l'euphorie, face donc aux défis, conclut le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.